Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de juin 2021. Au programme de la vidéo, il y aura beaucoup de mangas, un roman Star Wars et surtout un cassage de rétine dans un comics. On commence par le comics. Il y a de nombreux dessinateurs très talentueux, que ce soit aussi bien chez Marvel, chez DC ou dans le comics indépendant. Mais pour moi, le meilleur reste Alex Ross, qui est capable de faire du photoréalisme et d'enchaîner tout ça aussi bien sur des couvertures ou dans des albums reliés. Le comics d'Alex Ross que j'ai lu ce mois-ci est Justice, paru chez Urban Comics. Alors il n'est pas tout seul, il est accompagné de Jim Krueger et Doug Braithwaite. Je vais commencer par parler des acolytes. Vous avez Jim Krueger au scénario et Doug Braithwaite au dessin. Au dessin, me direz-vous, et oui, il y a eu une collaboration entre Braithwaite et Ross. Braithwaite faisait les crayonnés et Ross faisait tout ce qui était la coloration et l'ancrage, etc., etc. Alex Ross est connu pour ses nombreuses couvertures photoréalistes et quelques albums dans l'univers de DC Comics qui sont toujours en photoréalisme. Je vous avais notamment parlé de lui pour sa couverture d'un des No Man's Land où on voyait Harley Quinn et le Joker en train de danser. La couverture avait d'ailleurs été reprise dans le film Suicide Squad. Ce que j'adore avec Alex Ross, c'est surtout son côté photoréalisme. Quand on voit comment il réalise les super-héros comme Superman, Batman, Wonder Woman ou même les super-vilains, c'est vraiment l'incarnation, la vision qu'on a de ces personnages-là. Alors il y a quelques partis pris avec Alex Ross. Par exemple, pour certains personnages, il fait des choix. C'est le cas ici de Robin, qui est toujours Dick Grayson. Si vous avez lu Kingdom Come, le Green Lantern, ce n'est pas Hal Jordan, c'est Alan Scott, le tout premier Green Lantern. En ce qui concerne l'histoire, tout commence avec une apocalypse nucléaire et les différents super-héros comme Superman, Flash, Wonder Woman et tous les autres essayer de sauver le plus possible de personnes. Malheureusement, il n'y arrive pas et il n'y a que Superman qui arrive à s'en sortir parce qu'il est projeté lors de l'explosion de la planète en plein espace et c'est le seul qui est capable de vivre à ce moment-là. Et là, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin du cauchemar que font beaucoup de super vilains comme Sinestro, Lex Luthor, etc., etc. Du coup, ces super vilains vont décider une chose particulière, ils vont décider de s'allier. Alors ce n'est pas une alliance pour attaquer un super-héros ou faire un plan contre la Justice League. Pour une fois, ils vont s'allier pour se mettre l'opinion populaire avec eux. Ils vont agir différemment. Par exemple, Captain Cold va créer des oasis en plein désert avec son pistolet réfrigérant. Il va amener de l'eau en plein désert et du coup, ça va créer des oasis. Il va y avoir des médecins qui vont être mandatés par certaines fortunes comme Lex Luthor pour sauver des gens malades, des gens aveugles, etc., etc. et les soigner. Toutes ces personnes qui auront été aidées par ces super vilains pourront accéder à des villes qui ont été construites pour ces super vilains et résister à cette apocalypse nucléaire. Du coup, en fait, ils s'attaquent à des choses que les super-héros n'ont jamais fait. Les super-héros combattent le crime, s'allient pour des complots de grands super-vilains ou même de menaces cosmiques comme Darkseid par exemple, mais jamais ils ne vont aider les plus pauvres. Jamais vous n'avez vu Batman envoyer de l'argent pour aider la famine en Afrique. Jamais vous n'avez vu Wonder Woman aller traquer des personnes qui tabassent leurs femmes. Donc ces super-vilains s'occupent des plus vulnérables et se les mettent dans la poche. Et il va y avoir toute une histoire avec tout ça. Il va y avoir beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. On voit énormément de super-héros et même de super-vilains dans toute l'histoire. Ça, ce qui est bien avec Alex Ross, c'est qu'il connaît vraiment l'univers de DC. Il sait utiliser des personnages secondaires comme Plastic Man pour les rendre utiles et que tout soit cohérent et tout puisse permettre à l'histoire d'avancer. C'est vraiment une construction toujours intelligente et sublimée par un dessin qui est juste magnifique à mes yeux. Je sais que tout le monde n'aime pas son trait, mais moi je suis abasourdi et dès que je le lis, je me régale. Regardez la planche qu'on voit Superman projeté dans l'espace au moment de l'explosion de la planète Terre. On voit les différents super vilains comme Toyman ou Cheetah se réveiller en sueur et décider qu'il fallait agir. Regardez la mandale que met Superman à Batman. Je ne vous dis pas pourquoi il se tape, je vous laisse lire l'histoire pour découvrir ce petit retournement de situation. Ah, c'est magnifique. Justice, une super histoire chez DC Comics. Comme vous avez pu le voir, le format est beaucoup plus grand. C'est un des rares de chez DC Comics qui a un format aussi grand avec quelques autres, comme vous pouvez le voir ici, Icône, toujours d'Alex Ross. Vous avez également Mythologie d'Alex Ross qui est légèrement plus petit
mais qui est agrandi pour qu'on puisse profiter des planches. Et vous avez également Kingdom Come, qui est l'un de mes comics préférés. Je pense qu'il doit être en numéro 2, juste derrière Watchmen. Kingdom Come, allez le lire également. Vous pouvez le trouver facilement, il vient d'être réédité il y a quelques temps dans le Black Label de chez DC. Moi j'ai la première édition. Je vous en parlerai sûrement un jour, je pense que j'ai une idée de vidéo sur celui-là. Bref, Justice, il faut aller le lire. Moi je mets 18 à 19 sur 20 parce que j'ai vraiment trouvé l'histoire super bien. J'ai trouvé le dessin magnifique. Seul reproche que j'ai à faire, c'est le format qui n'est pas facile à tenir et le poids. Le bois est juste énorme, mais ça vaut son pesant d'or. On passe au roman Star Wars. La dernière fois que je vous ai parlé d'un roman Star Wars, c'était la trilogie Darkbane, parue chez Fleuve Noir, ou qui a été rééditée chez Pocket. L'une des meilleures histoires du canon légende, et je vous avais dit que j'allais enchaîner dans la chronologie sur Dark Plagueis. Donc ma lecture est Vent de trahison, paru chez Fleuve Noir. Pourquoi Vent de trahison et pas Dark Plagueis? Tout simplement parce que des personnes que je connais sur internet m'ont expliqué qu'il ne fallait surtout pas commencer par Dark Plagueis parce que en fait dans ce roman-là, il y a l'explication de tout le plan de soit Plagueis soit de Sidious, alors je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas lu, qui explique comment arriver à prendre le pouvoir et en fait ça spoil et ce roman-là et le roman Dark Maul, l'ombre du chasseur. Donc du coup, j'ai commencé par celui-là et je suis en train de lire Dark Maul, l'ombre du chasseur. Alors il y a aussi Dark Maul prisonnier, je sais pas si ça va le spoiler, je pense que je vais le lire aussi et après je repasserai sur Dark Plagueis. Vent de trahison, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait comment on arrive au début de l'épisode 1. Si vous vous souvenez, au début de l'épisode 1, vous avez le blocus de Naboo par la Fédération du Commerce. Avec ce roman, on comprend comment on arrive à cette situation-là et pourquoi la Fédération du Commerce décide de faire le blocus sur cette planète-là précisément. L'histoire se divise en deux parties, l'une avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan qui enquêtent sur le front Nebula et plus précisément sur un capitaine que veut absolument arrêter Qui-Gon, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc le Front Nebula en fait c'est un mouvement terroriste comme c'est présenté qui se bat contre la Fédération du Commerce et contre l'omniprésence de la Fédération et sa puissance et le fait qu'il écrase certains systèmes par des taxes, etc., etc. L'autre élément de l'histoire en fait c'est de voir toute la politique qu'il y a sur Coruscant et au sein de la République. On voit justement qu'il va y avoir un attentat contre le chancelier suprême et qu'il va y avoir des négociations de paix et des négociations pour faire en sorte que le Front Nebula et la Fédération du Commerce ainsi que d'autres fédérations commerciales ne se battent pas. Et en fait, ça s'achemine et ça s'intercroise à certains moments, jusqu'à l'apogée finale. Je vais passer très rapidement sur ce roman. Je pense qu'il n'est pas mal. Le problème, c'est qu'il passe juste après la trilogie Darkbane, qui est juste magnifique. Donc, ça n'a pas trop servi. Mon avis est très mitigé. Je lui mettrai un 12-13 parce que c'est pas mal. Ça fait avancer l'histoire, mais bah, c'est mou, quoi. Il y a des personnages, on n'a pas le temps de s'y attacher. Tu sais pas pourquoi Qui-Gon veut absolument arrêter le Capitaine Cole. Tu as une tentative d'assassinat sur le chancelier suprême, mais c'est organisé d'une certaine façon. Moi je trouve que c'est pas bien monté, le plan est pas très bon. Il y a des moments, il y a des allers-retours qui ne servent à rien entre différentes planètes, mais vraiment sur quelques pages, tu comprends pas à quoi ça sert. Ça pourrait être mieux écrit. Voilà, le style aussi est particulier, j'ai eu un peu de mal au tout début à me faire aux descriptions, mais c'est quand même pas mal. L'auteur c'est James Luceno. Alors il a écrit notamment Faucon Millenium ainsi que d'autres. Il est assez connu dans l'univers de Star Wars mais tout le monde n'aime pas son style. On passe au manga. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de Mangetsu, un nouvel éditeur de manga. Et je vous avais parlé de Aoashi, le tome 1 et 2. On y découvre le jeune héros Ashito qui est un fan absolu de football, mais qui a toujours un peu de mal à s'intégrer dans des équipes parce qu'il est très personnel, mais qui a une super vision de jeu. Et en fait, il va rencontrer un mentor qui va l'inviter à un test dans une académie de football. Alors, ces académies de football, en fait, c'est les centres de recrutement pour les équipes professionnelles au Japon. Donc, il a l'opportunité de faire un sport-études à partir du lycée qui peut l'amener vers le football professionnel japonais. Le but d'Ashito étant d'être le meilleur attaquant du monde. En cela, vous aurez retenu Captain Tsubasa. C'est vraiment un peu la même idée. Vous avez le jeune héros qui est fan, un mentor qui arrive. Dans Tsubasa, c'est Roberto Ango. Là, j'ai oublié son nom, mais c'est pareil, un ancien footballeur professionnel.
qui lui est japonais et pas brésilien. Par contre, il y a une nouveauté, c'est le test pour entrer dans l'académie de football. C'est assez intéressant de voir la façon de détection dans ce manga. Là, c'est assez intéressant de voir les différentes façons d'arriver au football professionnel. C'est le début, c'est assez prometteur, je mettrai un bon 14 sur 20, je suis curieux de voir la suite. Il y a le numéro 3 qui est sorti que je n'ai pas encore acheté, ça attendra le mois prochain je pense. Je suis curieux de voir où ça peut mener, pour l'instant je lui laisse encore sa chance sur quelques numéros, mais j'espère que ça va s'emballer un petit peu parce que voilà, le début est prometteur, j'espère que ça va pas chuter. Mais j'ai entendu du bien sur le tome 3 notamment, donc je suis assez curieux et assez impatient de lire la suite. On poursuit avec du jeu de rôle, Goblin Slayer chez Kurokawa, le tome 5. Si vous êtes passionné de jeu de rôle, comme je vous l'ai dit, c'est un des mangas qui est fait pour vous. Vous avez la petite équipe qui est montée avec les différents personnages, les différentes races, elfes, humains, nains, etc., qui continuent leurs petites aventures et forcément... Si vous avez fait du jeu de rôle, vous avez forcément fait des aventures dans les égouts. Le crève-gobelin part avec son équipe dans une grande ville qui est un petit peu plus loin que là où il habite et il est engagé pour faire du nettoyage dans les égouts. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gobelins et ce n'est pas normal qu'ils soient là. Donc voilà, il va y avoir une enquête avec des combats, etc., pour savoir ce qui se passe. Tout n'est pas dans ce tome-là. La suite de l'aventure dans les égouts se passera sûrement sur le tome 6, peut-être le 7. Je ne sais pas encore, je ne lisais pas cela. Mais je suis impatient de lire la suite. C'est toujours aussi bien dessiné. Les idées sont bonnes. On retrouve vraiment l'atmosphère du jeu de rôle. Si vous avez aimé ce manga, essayez le jeu de rôle. Si vous aimez le jeu de rôle, lisez le manga. L'un ne va pas sans l'autre, vous allez vous régaler. On termine par Grandizer Giga, les nouvelles aventures de Goldorak, tome 1 et tome 2, paru chez Black Box Édition. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai commandé chez mon libraire toute la série des Goldorak, toute la série des Mazinger, et il a bien fallu que je commence par acheter certains tomes. Et ceux-là sont en 2 tomes. L'histoire des Grandizer Giga, c'est sur 2 tomes. Donc je me suis dit, je vais les prendre, comme ça je vais les lire. Bon, tant pis si je ne lis pas Goldorak de base. Bon, j'ai vu tout le dessin animé puisque j'ai la première édition de DVD qui était sortie en France avant d'être rappelée, puisqu'elle avait été interdite pour des problèmes de droit, mais moi je l'avais gardée. Oui, je suis un hors-la-loi. Et je voulais découvrir un petit peu ça. Alors en fait, c'est une réécriture de Goldorak. Goldorak est arrivé sur Terre, il y a toujours l'Empire de Vega qui veut attaquer la Terre, sauf que en fait, c'est vraiment un match-up avec tous les personnages connus de Go Nagai. Il n'y a pas que Duke Fleet, qui est ici appelé Luke Fleet, merci la traduction, alors un hommage sûrement à Luke Skywalker, parce que c'est écrit vraiment pareil avec un KE à la fin. Alors que, bon, nous on connaît sous le nom d'Actarus, je vais l'appeler Actarus pour des raisons de facilité. Donc voilà, Actarus est sur Terre, Goldorak est sur Terre, sauf qu'en fait Actarus ne sait pas qu'il est le prince de Vega, sa mémoire a été effacée, Goldorak est caché, lui il pense être un lycéen japonais basique. Si vous avez vu le dessin animé, Actarus vit vraiment à la ferme, il fait des travaux à la ferme et il vit ailleurs, voilà, chez son père adoptif, il n'y a pas de souci. Sauf que le père adoptif, on n'en parle pas du tout, on ne parle pas du tout du professeur Procyon. Et en fait, il y a sa sœur qui le retrouve et qui lui rend sa mémoire, puisqu'en fait c'est un androïde. Et du coup, Actarus peut reprendre Goldorak pour aller attaquer les forces de Vega qui commencent à envahir la Terre. Alors, le Goldorak n'est pas dessiné de la même façon. Là, il a une cape. Oui, il y a une cape, il n'y a pas la soucoupe, il vole avec la cape, ça fait très Superman, c'est assez particulier, mais vous avez d'autres personnages comme Cutie Oni qui est sur Terre et qui remplace en fait Venusia, son père Rigel est aussi un androïde, enfin bref, voilà, tous les personnages sont mélangés ou sont ramenés pour faire partie d'une seule histoire. Ça se lit pas toujours très bien d'ailleurs, c'est un peu particulier, alors il faut vraiment être fan de tout ce qu'a fait Go Nagai. Il faut connaître un peu l'univers. Moi, je connaissais certaines parties, d'autres non. Donc, du coup, je me suis un peu arrêté dans la lecture pour regarder un peu certains sites pour comprendre. C'est un hommage à tous les personnages de Go Nagai. Le style est un peu vieillot. Je vous en avais déjà parlé, mais bon, c'est pas non plus immonde. Je reste assez mitigé sur cette lecture puisque l'histoire a l'air pas finie réellement, puisque ce n'est qu'un avant-garde des forces de Vega qui a attaqué la Terre. Mais à la fin du 2, il y a vraiment fin, donc il n'y a pas vraiment de suite, c'est
très bizarre. Voilà, c'est un épisode un peu spécial qui a été fait par Gonagai. C'est fait pour les fans. Si vous voulez découvrir Goldorak, ne commencez pas par ça. Lisez-le à la fin quand vous aurez lu un peu tout. Je ne vous ai pas tout raconté de ce qui se passe dedans non plus. Autre chose, les attaques Fulgure au point, Cornofulgure, vous oubliez, hein, c'est que les attaques qui ont été traduites en anglais. Me demandez pas pourquoi, voilà, ils ont francisé le prénom, mais ils n'ont pas francisé les attaques pour faire un hommage. On ne dira rien sur la traduction. Je mettrai 10-11 parce que c'est très moyen. Ça fait plaisir de lire du Goldorak. Si vous adorez Goldorak, si vous êtes un fan comme moi, si vous avez lu des dessins animés, lisez-le. C'est toujours intéressant de connaître l'œuvre originale, mais et à lire à la fin, après les Mazinger Z, Goldorak, pour faire un petit kiff comme ça. Ça a 2 tomes, c'est pas beaucoup de pages, ça se lit très facilement, très vite. Après vous oubliez, vous rangez. Fini et ça a fait le travail, mais c'est quand même très moyen. C'était Prof et Geek, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications, ça vous permettra d'être prévenu lors de la prochaine sortie des vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mes lectures et si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus également et à partager cette vidéo, ça me permettra de me faire connaître et de m'aider dans le référencement YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!